Now to discuss the government shutdown and much more, the Speaker of the House, Mike Johnson, Republican of Louisiana. Thank you so much for joining us, Mr. Speaker. So you heard your Senate counterpart there offering Senate Democrats a promise of a vote by a date certain on extending the Obamacare subsidies. Are you willing to offer the same in the House of Representatives? Yes. I mean, we've always been prepared to have a vote on that. It's something that was going to be discussed and debated deliberately throughout October and November, remembering that this is an end-of-the-year issue. The subsidy doesn't expire until December 31st. Dans l'après-midi du lundi 10 février 2026, un événement inhabituel s'est produit à la Chambre des représentants des États-Unis, et ce n'était pas un simple faux pas. Ce qui devait être un vote de routine sur une règle de la Chambre, l'une de ces résolutions de procédure qui passent généralement sans résistance, s'est transformée en une exposition publique de la fragilité et des dissensions au sein même du Parti républicain. La règle proposée par le président de la Chambre, Mike Johnson, a été rejetée à une faible majorité, 217 voix contre, 214 pour. Mais l'enjeu dépassait largement le cadre d'un texte technique. Ce que l'on tentait d'approuver ici était une clause camouflée qui, si elle passait inaperçue, gèlerait pendant au moins 1 an tout débat au Congrès sur les droits de douane imposés par Donald Trump, y compris ceux qui affectent directement les relations avec le Canada, l'Union européenne et les partenaires stratégiques en Asie. Le contenu de cette règle n'était pas explicite. Elle était dissimulée sous la structure bureaucratique du règlement de la Chambre, mais avait un objectif clair: empêcher tout membre du Congrès de présenter une résolution de privilège pour contester ou annuler les droits de douane unilatéraux imposés par Trump sur la base de déclarations d'urgence nationale. Le mécanisme que Mike Johnson a tenté d'utiliser est prévu dans les procédures de la Chambre, mais rarement utilisé avec une telle charge politique. La règle rejetée aurait servi, dans la pratique, de blocage anticipé contre toute possibilité de contestation, empêchant même l'ouverture d'un simple débat sur le sujet. Et lorsque 3 républicains, Thomas Massie, Don Bacon et Kevin Kiley, ont décidé de voter contre leur propre direction, le plan s'est effondré. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Il s'est agi d'une alerte institutionnelle sur les risques de déformer la procédure législative pour protéger les mesures impopulaires d'un président encore influent. Thomas Massie, représentant du Kentucky, a été direct. Il ne voulait pas que la règle soit utilisée comme un instrument. Lui et ses collègues ont compris qu'il ne s'agissait pas seulement de tarifs douaniers, mais du droit du Congrès d'exercer sa fonction constitutionnelle. Les tarifs douaniers sont des impôts, et la Constitution est claire. C'est le Congrès qui décide des impôts, pas l'exécutif. Tels ont été les mots de Don Bacon, du Nebraska, également républicain, qui a réaffirmé ce que beaucoup préféraient murmurer dans les couloirs. Dans une déclaration publique, il est allé plus loin. Les droits de douane ont été un fardeau pour les consommateurs, les agriculteurs et l'industrie américaine. Le Congrès ne peut pas continuer à renoncer à sa responsabilité dans ce domaine. Et Kevin Kiley, représentant de Californie, qui fait face à une réélection serrée dans un État où la rhétorique protectionniste de Trump a perdu de sa force, s'est également positionné contre cette manœuvre. Son vote a été décisif pour que la règle ne soit pas adoptée. Mike Johnson a tenté de prolonger le vote au maximum, a appelé ses alliés, a fait pression sur ses collègues, a demandé un délai. Mais cela n'a pas suffi. La résistance interne s'est avérée plus forte que prévu. La tentative de protéger les droits de douane a échoué, ouvrant ainsi la possibilité que des résolutions contestant formellement les droits de douane de Trump puissent enfin être soumises à la Chambre pour débat et vote. Il est important de comprendre ce qui est en jeu ici. Depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, une série de droits de douane a été imposée à des pays considérés comme des partenaires commerciaux stratégiques des États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.
La légalité de ces droits de douane, dont beaucoup sont soutenus par des décrets d'urgence, a été remise en question tant par des juristes que par des parlementaires de différents horizons. En empêchant le débat, Johnson voulait éviter que les membres du Congrès soient obligés de se positionner publiquement sur le sujet, ce qui est particulièrement sensible en année électorale. Cette défaite oblige le Congrès à faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps: discuter ouvertement des conséquences économiques et politiques de ces droits de douane, devant les caméras et sous les yeux du public. Cet épisode aurait suffi à lui seul à bouleverser la semaine législative à Washington. Mais il s'est entremêlé à un autre événement qui a encore alimenté les tensions au Capitole. Le même jour, le secrétaire au commerce Howard Lutnick a fourni des explications au Sénat après la révélation d'une information gênante. Il s'était rendu sur l'île de Jeffrey Epstein en 2012, en compagnie de ses enfants et d'une autre famille. Cette révélation contredit les déclarations précédentes de Lutnick lui-même, qui avait affirmé, dans plusieurs interviews, avoir coupé les ponts avec Epstein en 2005, juste après sa première condamnation. Confronté aux preuves, il a été contraint d'admettre son voyage, affirmant qu'il n'avait rien vu de mal à l'époque. La réaction a été immédiate. Thomas Massie, une fois de plus, n'a pas hésité. Il a demandé la démission de Lutnick, non pas pour ce qui s'était passé sur l'île, mais pour son récent mensonge. Vous ne pouvez pas diriger le département du commerce des États-Unis lorsque vous êtes pris en flagrant délit de mensonge au public sur un sujet aussi sensible. Cela détruit la confiance. Interrogé par les journalistes, Mike Johnson a défendu Lutnick sans réserve, qualifiant les questions d'absurdes et décrivant le secrétaire comme un fonctionnaire exemplaire. Mais ses propos ultérieurs étaient contradictoires. Pressé de commenter les documents révélés, il a déclaré qu'il ne connaissait pas les détails, qu'il faisait confiance à ses collègues de la commission de surveillance et qu'il examinerait personnellement les dossiers au moment opportun. Pour beaucoup, cette réponse a semblé être une échappatoire, et il n'a pas fallu longtemps pour que les journalistes surprennent le président de la Chambre en train d'éviter d'autres questions, notamment sur les tentatives de Donald Trump d'utiliser le ministère de la Justice pour obtenir des inculpations contre 6 parlementaires démocrates qui avaient publié une vidéo réaffirmant que les militaires ont le devoir de refuser les ordres illégaux. Le grand jury a rejeté la demande d'inculpation, mais le simple fait qu'elle ait été présentée a relancé les discussions sur l'utilisation politique du ministère de la Justice. Il en a donc résulté une journée de collisions institutionnelles sur plusieurs fronts. L'échec de la règle de procédure a mis en évidence des divisions au sein de la majorité républicaine. La gêne suscitée par le nom de Howard Lutnick a renforcé l'impression que certaines figures clés du gouvernement Trump entretiennent encore des liens mal expliqués avec des épisodes obscurs. Et la révélation que le président a tenté de criminaliser ses adversaires législatifs dans un contexte déjà chargé par la divulgation partielle des dossiers Epstein a ajouté de l'eau au moulin à ceux qui pensent qu'il y a trop de pièces en mouvement hors du champ visible. Ce n'est pas un hasard si des parlementaires comme Jamie Raskin, qui a récemment consulté les archives non expurgées du ministère de la Justice, ont commencé à faire état de chiffres alarmants. Selon lui, il y a plus d'1 million de mentions du nom de Trump dans les documents liés à Epstein. 38 000 de ces enregistrements figuraient déjà dans les archives partielles. Désormais, le volume complet commence à être accessible aux membres du Congrès. C'est dans ce type d'environnement, dense, superposé et de plus en plus imprévisible, que les lignes institutionnelles les plus fragiles commencent à vibrer. Il ne s'agit plus seulement d'un vote technique qui a échoué. Ce que l'on a vu, c'est un point d'inflexion. Les prochaines mesures du Congrès, en particulier avec la possibilité de nouvelles résolutions sur les tarifs douaniers et la pression croissante sur le ministère du Commerce,
auront des implications directes sur l'équilibre des pouvoirs et sur le degré de tolérance de la Chambre elle-même à l'égard des contradictions officielles. Le débat ne porte pas seulement sur l'économie, mais aussi sur l'intégrité institutionnelle. Lorsque des épisodes comme celui-ci s'accumulent, la meilleure façon de comprendre leur gravité est de suivre chaque mouvement dans son contexte. Ici, notre engagement est précisément celui-ci. Suivre de près, analyser avec précision et présenter les faits avec clarté. C'est ce qui nous motive. Et c'est pourquoi nous continuons à suivre chaque développement. À partir de là, l'analyse des événements nécessite un examen plus attentif des liens entre les personnages et les institutions impliquées. La défaite de la règle proposée par Mike Johnson, une manœuvre visant à éviter le débat sur les tarifs douaniers de Donald Trump, n'a été que le déclencheur d'un mouvement plus large. Ce qui s'est formé après ce score de 217 contre 214, c'est une sorte de réorganisation au sein du Congrès. Les parlementaires tentant de se repositionner face à des questions qui ne permettent plus le confort du silence. Ce que l'on a tenté de présenter comme un détail réglementaire a révélé, dans la pratique, à quel point le fonctionnement même de la Chambre est tendu par des disputes sur qui a, en fait, le dernier mot dans les décisions ayant un impact direct sur l'économie, le commerce extérieur et la légitimité institutionnelle. La loi sur les urgences nationales, qui a servi de base à l'imposition des droits de douane sous l'administration Trump, a été initialement conçue pour permettre à l'exécutif d'agir rapidement dans des situations exceptionnelles, guerre, catastrophes, attaques directes contre la sécurité nationale. Mais au cours des dernières années, cet instrument a été utilisé plus fréquemment pour mettre en œuvre des mesures économiques controversées, sans la médiation parlementaire appropriée. C'est précisément cette faille que des parlementaires tels que Thomas Massie et Don Bacon tentent aujourd'hui de combler. Ils défendent l'idée que le Congrès doit récupérer la prérogative constitutionnelle de décider des droits de douane, comme le prévoit l'article I de la Constitution. Et le vote perdu par Johnson lundi dernier était un pas dans cette direction. Ce qui donne du poids à ce mouvement, c'est qu'il ne vient pas seulement de l'opposition. Ce sont des membres du Parti républicain lui-même qui s'opposent à la concentration du pouvoir économique entre les mains de l'exécutif. Don Bacon n'aurait pas pu être plus clair dans son discours. Les tarifs douaniers ont été un préjudice net pour l'économie américaine. Et nous, au Congrès, nous nous sommes abstenus pendant trop longtemps. Kevin Kiley, sous la pression de la résistance croissante de l'électorat californien aux mesures protectionnistes de Trump, a tenu à préciser que sa position reflète une exigence de cohérence institutionnelle et non pas seulement une stratégie de survie politique. Ce type de discours marque un changement de ton significatif. Il ne s'agit pas seulement d'une dispute partisane. Il s'agit d'une véritable tentative de rééquilibrer le jeu entre les pouvoirs. C'est dans ce contexte que le nom de Howard Lutnick apparaît comme un élément qui déstabilise encore davantage ce scénario. En admettant publiquement avoir visité l'île de Jeffrey Epstein en 2012, le secrétaire au commerce a rompu avec la version qu'il soutenait lui-même, jusqu'à récemment. Il avait déclaré que sa dernière interaction avec Epstein remontait à 2005 et qu'il avait depuis coupé tous les liens. Ce récit a été démantelé par des documents présentés au Sénat, et ce qui a suivi a été un malaise croissant. Non seulement à cause du voyage lui-même, mais aussi à cause de la tentative de dissimulation de la vérité. Lutnick a emmené ses enfants sur l'île, et selon des documents obtenus par des parlementaires tels que Massie, des messages ont été échangés entre ses assistants et ceux d'Epstein pour organiser des appels, un téléphonique et des réunions. Jamie Raskin, démocrate du Maryland et membre de la commission de surveillance, s'est également rendu en personne au ministère de la Justice pour examiner les dossiers non expurgés des affaires liées à Epstein. Selon lui, il y a 1 million de références au nom de Donald Trump dans les documents complets, dont 38 000 sont déjà visibles dans les versions précédemment publiées.
Raskin a qualifié ce volume de alarmant et a plaidé pour que le Congrès ait accès à l'intégralité des documents, sans expurgation. Le problème, selon lui, est que bon nombre des versions disponibles parviennent encore au pouvoir législatif avec des passages masqués par des organismes tels que le FBI et les bureaux des procureurs fédéraux. Cela soulève une question cruciale. Si le Congrès a adopté une loi exigeant la remise intégrale des documents, pourquoi cette ordonnance n'a-t-elle pas encore été pleinement respectée? À partir de là, une pression mutuelle s'est exercée au sein même de la Chambre. D'un côté, les parlementaires qui exigent plus de transparence et une révision institutionnelle. De l'autre, ceux qui continuent à agir comme ligne de défense de l'administration précédente. Mike Johnson, confronté à la question des documents, a tenté de manifester son intérêt, mais son discours a été marqué par des esquives. Il a déclaré faire confiance au travail du député James Comer, président du comité de surveillance, et a affirmé qu'il se rendrait à un moment donné en personne dans l'espace réservé où les documents sont stockés. Pour beaucoup de ses collègues, ce type de réponse n'est pas suffisant. La crise exige plus que des gestes. Et pendant que tout cela se déroulait, un autre front s'ouvrait. Il a été révélé que Donald Trump avait tenté d'utiliser le ministère de la Justice pour engager des poursuites contre 6 parlementaires démocrates, 2 sénateurs et 4 députés, à cause d'une vidéo dans laquelle il réaffirme que les militaires ont le devoir de refuser les ordres illégaux. Parmi les noms figuraient Jason Crow, Chrissy Houlihan, Elissa Slotkin, Chris Deluzio, Mark Kelly et Joe Neguse. Beaucoup d'entre eux sont des vétérans des forces armées ou travaillent directement dans le domaine de la sécurité nationale. Selon les avocats qui ont examiné l'affaire, la vidéo n'était rien d'autre qu'une réaffirmation de la doctrine militaire américaine. Malgré cela, le président a fait pression pour que des accusations formelles de complot séditieux soient portées. Le grand jury a rejeté la demande, mais l'épisode a laissé des traces. Lorsque Joe Neguse, démocrate du Colorado, est monté à la tribune de la Chambre pour s'exprimer, son discours a été direct et percutant. Il a critiqué la tentative de Mike Johnson d'empêcher toute discussion sur les tarifs et a appelé les républicains à faire preuve de courage. Il a cité nommément Don Bacon et l'a remercié pour son courage d'avoir voté contre la règle. Ce qui est en jeu ici, c'est le rôle du Congrès. Et il est temps d'arrêter de renoncer à cette responsabilité, a-t-il déclaré. Son discours a trouvé un écho. D'autres parlementaires ont commencé à s'exprimer. La décision de 3 républicains de voter contre la direction n'a pas été considérée comme une trahison, mais comme un geste d'autonomie institutionnelle. Et cette perception gagne du terrain au sein même du parti. La convergence de ces événements, le vote sur la règle, le scandale impliquant Lutnick, la tentative de criminalisation des parlementaires, l'avancement de l'analyse des documents d'Epstein, créent un scénario dans lequel les différents centres de pouvoir commencent à se repositionner. Le ministère de la Justice, la commission de surveillance de la Chambre, la commission d'éthique du Sénat, la commission du commerce international, tous sont, d'une manière ou d'une autre, appelés à se prononcer, à produire des rapports, à prendre des décisions. Aucune de ces instances n'opère de manière isolée. Elles s'alimentent mutuellement, se contredisent, se mettent en tension, mais ensemble, elles composent le véritable tableau de ce qui est actuellement en jeu à Washington. Il est difficile de prédire où tout cela va mener. Ce qui est certain, c'est que le moment exige toute notre attention. Lorsque les règles réglementaires commencent à être utilisées pour protéger les personnalités publiques contre tout examen minutieux, lorsque des témoignages contradictoires sont tolérés pour des raisons de convenance politique, et lorsque les mécanismes judiciaires sont utilisés pour persécuter des adversaires, les fondements institutionnels perdent leur stabilité. Et dans un système comme celui des États-Unis, où l'équilibre des pouvoirs est la base de la gouvernance, cette instabilité n'est pas seulement un risque, c'est un signe. C'est pourquoi suivre de près ces mouvements n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité. Chaque développement contribue à composer un scénario qui évolue rapidement.
Et c'est précisément ce suivi continu, basé sur les faits et le contexte, qui permet de comprendre la véritable ampleur de ce qui est en jeu. Nous resterons attentifs à chaque mouvement en analysant les prochaines étapes avec toute la profondeur qu'elles exigent. Dans le contexte politique qui se consolide à Washington, les interprétations des événements récents ne convergent pas vers un récit unique. Ce qui se dessine, c'est un scénario fragmenté composé de conflits qui avancent simultanément et révèle la profondeur des tensions institutionnelles. Le rejet de la règle proposée par Mike Johnson est devenu un jalon de cette conjoncture. Bien que formellement lié au règlement de la Chambre des représentants, la controverse dépasse le domaine technique. Pour de nombreux observateurs du fonctionnement législatif, le point sensible ne résidait pas seulement dans la rédaction de la proposition, mais dans la tentative d'utiliser des mécanismes procéduraux pour limiter l'action du Congrès dans l'une de ses compétences constitutionnelles les plus centrales, décider des impôts et des tarifs douaniers. Cette discussion devient encore plus complexe lorsque l'on considère que Donald Trump a fondé sa politique tarifaire sur la loi sur les urgences nationales. L'interprétation de cet instrument juridique a été progressivement élargie, ce qui soulève des questions sur les limites du pouvoir exécutif en dehors des périodes de crise formelle. Pour les détracteurs, l'élargissement de cette interprétation pourrait créer un précédent délicat, bouleversant l'équilibre traditionnel entre les pouvoirs. Pour les défenseurs de cette mesure, il s'agit d'un outil légitime pour relever les défis commerciaux mondiaux, dans un contexte marqué par des conflits stratégiques. Parmi les parlementaires républicains alignés sur Trump, certains soutiennent que la flexibilité offerte par la loi sur les urgences nationales est indispensable face aux pratiques économiques adoptées par des acteurs tels que la République populaire de Chine et les pays membres de l'Union européenne. Selon cette interprétation, l'absence d'instruments rapides placerait les États-Unis d'Amérique dans une situation de désavantage structurel. Dans ce contexte, Mike Johnson a été perçu par ses alliés comme quelqu'un qui cherchait à préserver la cohésion du parti et à éviter les divisions publiques en cette période électorale sensible. Cependant, le rejet de la règle indique qu'une partie de la base républicaine manifeste une résistance à l'utilisation répétée de recours réglementaires pour empêcher les débats de fond. La tension institutionnelle se manifeste également dans le cas de Howard Lutnick. La controverse ne se limite pas à l'enregistrement indiquant que le secrétaire au commerce s'est rendu sur l'île associée à Jeffrey Epstein en 2012, accompagné de ses enfants. L'aspect le plus débattu concerne la divergence entre ces enregistrements et les déclarations publiques ultérieures qui ont nié la visite. Pour des parlementaires comme Thomas Massie, le problème central n'est pas le voyage en soi, mais la nécessité de cohérence et de transparence de la part des autorités qui occupent des fonctions stratégiques. En revanche, des dirigeants comme Mike Johnson qualifient ces accusations de disproportionnées et de motivées par des considérations politiques. Cette différence d'interprétation met en évidence un environnement dans lequel les faits et les récits font l'objet de disputes, amplifiant le sentiment d'instabilité dans le langage institutionnel. Au sein de la Chambre, les critiques ont gagné en visibilité. Joe Neguse a défendu l'idée que le pouvoir législatif réaffirme son rôle de contrepoids au pouvoir exécutif, arguant que les manœuvres internes ne doivent pas supprimer le débat démocratique. Cette préoccupation apparaît également dans les positions de Don Bacon et Kevin Kiley. Bien qu'ils appartiennent au Parti républicain, tous deux ont exprimé leur malaise face à l'utilisation fréquente d'instruments procéduraux pour bloquer des votes importants. Ces voix, bien que minoritaires, contribuent à façonner la perception publique de la responsabilité institutionnelle dans un contexte de polarisation marquée. Dans le même temps, le ministère de la Justice fait face à une pression croissante pour divulguer l'intégralité des documents liés à Jeffrey Epstein.
Jamie Raskin a mené les efforts visant à examiner les archives disponibles et souligne qu'une partie importante reste cachée. Selon lui, cette situation empêche une compréhension complète des faits et compromet le principe de transparence. Raskin soutient qu'il existe des références au nom de Donald Trump dans les documents qui n'ont pas encore été divulgués dans leur intégralité, ce qui justifierait un examen institutionnel plus approfondi. Les alliés de Trump, quant à eux, affirment que ces allégations constituent une tentative de politiser une enquête qui devrait suivre des paramètres juridiques stricts. Le désaccord sur le niveau approprié de divulgation a intensifié les tensions entre les commissions du Congrès et le ministère de la Justice. Un autre point de friction concerne la tentative de poursuivre 6 parlementaires démocrates accusés de un complot séditieux. Bien que le grand jury ait rejeté la demande d'inculpation, cette initiative a eu des répercussions politiques importantes. Pour certains observateurs, cette mesure a été interprétée comme une tentative d'utiliser le système judiciaire pour faire pression sur les opposants. D'autres soutiennent que le contenu diffusé par les parlementaires, dans lequel ils conseillaient aux militaires de ne pas obéir à des ordres jugés illégaux, dépassait les limites imprudentielles du discours institutionnel. Le débat juridique se concentre sur la relation entre la liberté d'expression et le devoir constitutionnel d'obéissance aux normes supérieures. La controverse dépasse le domaine rhétorique et touche à la définition même des limites démocratiques de la dissidence. La combinaison de ces épisodes, la dispute sur les tarifs, l'affaire Lutnick, la controverse autour des archives d'Epstein et la tentative de criminalisation des discours parlementaires constituent un tableau de tensions superposées. Même pour un système habitué aux affrontements entre les pouvoirs, la simultanéité de ces conflits attire l'attention. On constate de plus en plus que le Congrès est appelé à réagir à des initiatives qui testent ses limites institutionnelles sur plusieurs fronts. Cette multiplicité génère un sentiment d'urgence permanente, dans lequel le risque réside dans des réponses précipitées à des questions structurelles complexes. Parallèlement, l'incertitude grandit quant à la manière dont la base républicaine se réorganisera après le rejet de la règle Johnson. La possibilité d'adopter des résolutions contraires aux tarifs douaniers place plusieurs parlementaires dans une position délicate. Soutenir les tarifs douaniers peut signifier appuyer une politique économique que les analystes associent à des pressions inflationnistes et à une augmentation des coûts pour les entreprises et les consommateurs. S'y opposer peut représenter une confrontation directe avec une direction du parti encore influente. La décision de la direction de la Chambre d'autoriser des votes larges ou de recourir à nouveau à des instruments réglementaires aura un impact direct sur la perception publique de l'autonomie du pouvoir législatif. Il n'y a pas de conclusion définitive à ce stade. Les divergences concernant Howard Lutnick, l'application élargie de la loi sur les urgences nationales, l'utilisation stratégique des règles internes et les tentatives de judiciarisation des discours parlementaires indiquent que les États-Unis d'Amérique traversent une période de reconfiguration institutionnelle. Il n'est pas encore possible de déterminer quels seront les effets durables de ce processus. Ce que l'on observe, c'est que les institutions sont poussées à prendre des positions claires dans un contexte de forte tension politique. Dans ce scénario, il est essentiel de suivre chaque développement avec une analyse minutieuse et une contextualisation responsable. Lorsque les événements s'accumulent avec une telle intensité, le risque ne réside pas seulement dans les décisions adoptées, mais aussi dans les discussions qui ne sont pas menées. C'est dans cet espace d'omission délibérée que les conflits structurels ont tendance à s'intensifier. Maintenir une vigilance critique et un engagement en faveur d'une interprétation claire est une condition indispensable pour comprendre la portée des transformations institutionnelles en cours.